Salut à tous et bienvenue en Californie. Derrière moi je trouve le Walt Disney Family Museum de San Francisco. Ce musée est évidemment dédié à la vie de Walt Disney, le génial fondateur des studios du même nom qui ont marqué l'histoire du cinéma et de l'animation depuis maintenant près d'un siècle. Étant un grand fan des studios Disney, je me devais de profiter de ma présence dans le Golden State pour me rendre dans les lieux iconiques de l'industrie cinématographique américaine. Et m'y voici. Mais vous savez ce qui manque au royaume de Mickey ? Un lieu dédié à Disney Channel. Alors ce n'est pas nouveau, le grand écran a tendance à faire de l'ombre aux petits. Mais les hiérarchisations, ça a tout fait de me gonfler. Donc on va se pencher sans plus tarder sur cette chaîne que j'ai beaucoup regardée dans le passé. Disney Channel, cet épisode est pour toi. See all color shows in living color. Lancée en 1983, Disney Channel est à la base une chaîne strictement américaine, destinée aux enfants et jeunes ados. 10 ans après son lancement, elle comptait 35 millions d'abonnés aux États-Unis et va opérer une internationalisation progressive, notamment en s'implantant en France en 1997. Je réalise que nombre d'entre vous n'ont pas eu accès à la chaîne lorsqu'ils étaient plus jeunes, mais bon, au pire vous découvrez de nouvelles séries et au mieux vous faites un petit trip nostalgique. Je ne parlerai pas en détail des séries dérivées des films Disney ou Pixar. En effet, c'est devenu une tradition pour Disney de transformer leurs films en séries, comme Aladdin, Tarzan et j'en passe. La qualité d'animation était bien en dessous des films originaux, mais en même temps, les budgets étaient plus petits, donc à la limite ce n'est pas très grave. Mais un budget restreint n'empêche pas d'écrire de bons scénarios, et c'est souvent ce qu'il manquait. À part quelques bonnes surprises comme la série Lilo et Stitch, voire celle adaptée de Cusco entre 2003 et 2006, ce n'est pas très glorieux. La dernière en date est la série adaptée de Réponse, et comme je ne l'ai pas vue, je ne dirai rien là-dessus. Mais par contre, comment rester silencieux face aux magnifiques séries que nous a produites Disney Channel ? En effet, entre les années 2000 et 2010, la chaîne va véritablement exploser en diffusant des programmes originaux et des programmes achetés à d'autres chaînes, qui vont remplir son catalogue de petites pépites de la télévision. C'est une période où Disney Channel a donné l'occasion à des animateurs de tester plein de trucs. Certains mériteraient amplement leur propre épisode, mais je vais essayer de dire un mot rapide sur mes préférés. Bien sûr, c'est totalement subjectif et la nostalgie y joue un rôle important. Donc si j'ai pas parlé de votre série phare, ce n'est pas très grave. À partir de 2002 et 2003, deux dessins animés de la chaîne vont faire leur apparition et propulser l'audimat. Kim Possible et la cour de récré. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, donc vous connaissez l'énorme sympathie que j'ai pour ces deux émissions intelligentes, bien animées, drôles et ayant chacune une identité forte. Et vous savez aussi ce qui est sorti en 2003 ? Pirates des Caraïbes, Le Monde de Nemo, Le Retour du Roi, Kill Bill, Matrix 1 et 2, Love Actually, Goodbye Lenin, Big Fish. Non, je voulais pas dire tout ça. Je voulais bien sûr parler de Phénomène Raven. Phénomène Raven, l'excellente série mettant en scène une adolescente qui a le pouvoir de voir le futur. Ce qui était super, c'était cette petite touche de fantastique qui faisait que Raven passait son temps soit à foncer tête baissée vers le destin, soit à l'éviter. Et cela donne une série hilarante et très originale dans sa narration. Le succès de la série vient aussi de la qualité du casting. Les personnages dits secondaires sont admirablement interprétés, ont des personnalités uniques et leur potentiel est bien exploité. Ne serait-ce que dans le générique, Raven Simonet chante le thème principal, Orlando Brown alias Eddie rappe certaines parties, et Annalise Van Der Poel alias Chelsea fait les chœurs. Même la famille de Raven est très amusante à regarder, au point de parfois voler la vedette à celle-ci. Bref, on sent que les acteurs se donnent à fond dans leur travail. Et ce qui est cool, c'est que la série suit une narration continue. On suit véritablement la progression des personnages à travers le temps. Alors bien sûr, il y a eu des hauts et des bas au cours de 4 saisons, c'est normal, 4 saisons c'est gigantesque déjà. Comme cet épisode très gênant où Raven rend visite à sa famille campagnarde et joue à elle seule tous les rôles de tous les membres de sa famille. Au mieux c'est le malaise, au pire c'est l'effroi. Putain, ce bébé me foutait la trouille. Et oui, parfois certaines scènes étaient un peu bizarres. Mais de manière générale, les acteurs y mettaient tellement du leur que l'on ne peut qu'excuser les quelques maladresses. Phénomène Raven fut la première série avant les sorciers de Waverly Place à dépasser les 100 épisodes sur Disney Channel. La première a dépassé les 3 millions de spectateurs lors de son lancement. Bref, cette série a véritablement marqué l'histoire de la chaîne, et la sortie d'un spin-off cet été est donc très attendue. Espérons qu'il fera mieux que le spin-off précédent, Curry in the House, qui n'était pas du tout mémorable. Genre pas du tout. Un an après le lancement de Phénomène Raven, sort une autre série live action, Phil du futur. L'histoire était on ne peut plus simple. Phil et sa famille viennent de l'an 2121 et lors d'un voyage dans le temps se retrouvent coincés sur Terre en 2004. Oh putain, les pauvres. Du coup, jusqu'à ce qu'ils puissent réparer la machine, ils doivent s'accommoder de cette nouvelle vie. Ce qui est favorable à toutes sortes de situations cocasses et d'accidents impliquant des gadgets futuristes. Au bout d'un moment, ils hébergent même un homme des cavernes, donc vous l'aurez compris, des histoires assez déjantées.
Le gros argument pour mater cette série selon moi reste les deux rôles féminins principaux, à savoir la meilleure amie de Phil, Kaylee, interprétée par Ali Michalka, et la petite sœur de Phil, Pim, interprétée par Amy Bruckner. Pour cette dernière, je ne me lassais pas de la voir dévoiler ouvertement sa mégalomanie maléfique. Et cet humour passif-agressif, juste incroyable. Sincèrement, cette actrice continue à me faire triper et elle est juste excellente. Une fille complètement barrée qui transpire le mal à l'état pur. Elle est juste hilarante. Et ça, j'aime. Donc au final, une série sans prétention qui fait le café. C'est une série qui va aussi marquer le début de carrière d'Evan Peters, que vous avez pu voir dans American Horror Story, X-Men ou encore Kick-Ass, et celle de Brenda Song qui jouera dans beaucoup d'autres séries Disney et d'autres films. Il est agréable de constater que ces séries Disney n'hésitaient pas à mettre en avant des personnages de couleur, des personnages ne rentrant pas dans les cadres classiques niveau corpulence, typiquement Raven ou encore Pym, ou encore des personnages ayant des opinions diverses comme Chelsea qui était végétarienne. D'autant plus que si certains épisodes avaient pour but de dénoncer le racisme, le sexisme, la grossophobie et j'en passe, la plupart du temps les caractéristiques physiques des personnages ne jouaient pas un rôle systématiquement déterminant dans la narration, ce qui est aussi positif. L'année suivante, en 2005, sort La vie de palace de Zack et Cody, un scénario plutôt original, deux jumeaux vivant dans un hôtel et qui foutent le bordel dès qu'ils en ont l'occasion. Comme pour beaucoup de séries, La vie de palace de Zack et Cody tient son succès d'un casting explosif d'acteurs qui font vraiment des efforts pour divertir le spectateur. On peut ne pas aimer l'humour qui parfois, c'est vrai, tombait un peu dans la facilité, mais impossible de nier une quelconque mauvaise volonté de leur part. Et les personnages avaient tous des personnalités suffisamment variées pour que tout le monde puisse s'identifier à quelqu'un. Certains se distinguaient tout particulièrement comme Monsieur Mosby, le maître d'hôtel qui manquait l'infarctus à chaque épisode, ou London Tipton, la fille du propriétaire de l'hôtel, complètement écervelée. Les épisodes vont à 100 à l'heure, mais n'oublie pas de parfois s'attarder sur les sentiments des personnages lorsque c'est nécessaire. Le spin-off de la série se passant sur un bateau de croisière a moins marqué les esprits, en tout cas le mien. Peut-être parce que l'idée d'une école d'été installée dans un bateau, c'est moins crédible que celle d'enfants vivant à l'hôtel. Enfin je ne sais pas, je ne connais pas le monde des croisières, de toute façon j'aime pas la mer ni les poissons, donc merde. Mais comme Spin Potato c'est avant tout une émission tournée vers l'animation, je me devais de vous citer une chose absolument cool sortie en 2005, tout droit des studios télévisés Disney. Je vais bien sûr parler d'American Dragon. Une série animée sur un gars qui descend par sa mère d'une famille de dragons, lui permettant de se transformer à volonté et de protéger les créatures magiques d'une organisation secrète de chasseurs, surtout lorsque c'est accompagné d'un chien doublé par John DiMaggio et un vieux grand-père cynique qui ressemble à Pai Mei dans Kill Bill. Bon, sauf que dans Kill Bill, il bastonne sévère son élève, ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est parfois dommage parce que Jake se comporte parfois comme un petit con. Mais globalement, l'aventure était au rendez-vous, l'ambiance new-yorkaise mêlée au fantastique rendait super bien et la direction artistique était vraiment au top. Jusqu'à la saison 2. Alors bien sûr l'écriture reste bonne, voire meilleure que dans la saison 1, mais c'est vrai que le changement très brutal de style graphique avait beaucoup divisé à l'époque. Après ce n'est pas mauvais, c'est juste que ça fait un choc de passer de ça à ça. Dans le meilleur des cas, c'est une pub pour un programme de régime révolutionnaire, dans le pire des cas, c'est une personne en manque sérieux, mais alors très très sérieux de méthamphétamine. I've made some mistakes. Don't do meth, kids. Néanmoins, ça reste une série super, très fun et que je vous conseille vivement. Mais le problème, c'est que toutes ces séries géniales vont arrêter d'être produites dans les années 2007-2008. Et même si elles étaient rediffusées, il fallait que Disney Channel renouvelle un petit peu son catalogue. Cela fut fait avec le lancement de Hannah Montana, des sorciers de Waverly Place et de Phineas and Ferb. On reparlera sûrement de ce dernier dans un autre épisode. Pour ce qui est de Hannah Montana et des sorciers de Waverly Place, ce sont loin d'être des mauvaises séries. Certains acteurs étaient géniaux et cela a marqué le début de la carrière de Miley Cyrus et Selena Gomez. Pour le meilleur comme pour le pire. Ces séries ont très bien marché et ont conclu une super décennie pour la chaîne. Mais en 2011 et 2012, ces deux programmes s'arrêtent et se pose à nouveau le problème du renouvellement du catalogue. D'autant plus qu'avec les voix dans lesquelles s'engageaient Selena Gomez et Miley Cyrus, c'était un peu compliqué en termes d'image pour la chaîne. Mais la ligne programmatique choisie fait énormément débat. De nombreuses critiques concernent la quasi-absence de personnages Disney sur la chaîne. Cette critique était déjà présente dans les années 2000 et franchement je n'y souscris pas. Si avoir des personnages Disney sur la chaîne ça veut dire se taper les aventures complètement pétées de Tarzan, franchement merci bien. Une deuxième critique par contre semble déjà plus légitime. Elle concerne la baisse constante des dessins animés au profit des séries filmées, dirigées majoritairement vers des jeunes ados qui suivent aveuglément la mode. Du genre, les ados aiment YouTube, une série sur les jeunes youtubeurs, chouette. Non mais... No! God, please, no! No! L'aventure semble avoir un peu déserté la chaîne et cela se voit dans l'audience qui a sensiblement baissé depuis 2012. Très clairement, heureusement qu'il existe encore Phineas and Ferb, mais c'est pratiquement tout. Donc oui, il y a un problème avec la programmation de Disney Channel qui va bien au-delà des considérations nostalgiques des anciens spectateurs ultra chiants comme moi.
Pour ceux qui aiment l'animation, il reste tout de même Disney XD. Lancé en 2009 comme une chaîne sœur de Disney Channel, Disney XD nous a enfin donné le type de série qui avait disparu de la chaîne principale, comme l'excellentissime Gravity Falls. Et je vais quand même le dire autrement parce que je suis pas sûr que le message soit passé. L'excellentissime Gravity Falls. Mais bon, à part cette série tout simplement énorme dont je parlerai sûrement une autre fois, Disney XD diffuse surtout des séries issues des franchises Marvel et Star Wars. Et là, oui, si on ne manque pas d'aventure, on ne retrouve tout de même pas l'originalité qu'avait Disney Channel dans les années 2000. Après, c'est rentable d'un point de vue marketing. De plus, ce qui est dommage, et après c'était juste moi, mais c'est qu'on a l'impression que Disney XD est une chaîne majoritairement tournée vers un public masculin, tandis que Disney Channel est devenue une chaîne plus tournée vers un public féminin. Le Disney Channel des années 2000 savait attirer les deux sexes à travers des séries de grande qualité. Alors, est-ce que Disney Channel est morte ? L'audience a pas mal diminué depuis 2014, et si l'accès plus large à Internet, YouTube et Netflix joue un rôle certain, je suis convaincu que la programmation aussi. Un souci que même le président actuel de la chaîne, Gary March, a admis dans une récente interview. Donc, y a-t-il de l'espoir ? Foutu. Faut que tu en prennes conscience, faut que tu te réveilles. Eh bien oui, j'attends beaucoup de la série adaptée du très bon film Big Hero 6, et surtout du reboot de DuckTales qui signera le retour de la bande à Picsou, avec David Tennant pour donner sa voix au plus riche des canards. Alors j'ai pu voir le premier épisode et je suis déjà fan. C'est drôle, c'est bien animé, il y a de l'aventure, de la profondeur, c'est intelligent, et bref, je suis super excité de voir la suite. Bref, il y a une chance pour Disney Channel de retrouver sa gloire d'antan. Et pour tout ce que la chaîne m'a apporté au cours de mon enfance, j'espère qu'ils sauront la saisir. Voilà cet épisode un peu spécial consacré à l'histoire d'une chaîne télévisée, discipline historique un peu obscure s'il en est, est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu d'une manière ou d'une autre, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si j'ai oublié de parler de votre série Disney Channel préférée, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est toujours un énorme plaisir de vous lire. On se dit à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien, bye.